puis on est là. Vont rentrer dans le tribunal, la salle d'audience est présente. Je tiens à les soutenir tous ceux qui sont pour justement, comme là, il n'y a pas que les gilets jaunes, comme on dit, il y a aussi ces jeunes personnes pour le climat, parce que le climat, on en parle, mais je leur disais tout à l'heure, on devrait arrêter de gazer, il y aura un peu moins de nuages de poussière aussi. Mais je crois que maintenant la police se rend compte, parce qu'il y a de plus en plus de manifestations où les policiers reculent parce que les gens n'ont marre. Parce qu'il y a des policiers qui frappent bien. Ah bah oui, ils y vont de bon cœur. Le 31, la manifestation, le thème était justement sur les violences policières. Oui. Un dossier a été déposé à l'ONU et ça a changé quoi? Rien, ça continue. Ça continue. On est même dans le déni. Mais vous savez, moi je veux une anecdote basique. J'étais à Super U. Boire à la cafétéria, boire un café avec mon mari. 2 policiers étaient là pour prendre un petit casse-croûte. C'est bien. En plaisantant, j'ai dit attention, aujourd'hui, on fait la vaisselle. Je suis retournée, on avait l'impression que j'avais 2 yeux noirs, j'avais rien dit de mal. On dit ça à n'importe qui, puis ça fait rire. Donc aujourd'hui, vous avez peur de la police? J'en ai Beaucoup pas peur. De gens, mais en tout cas, vous n'avez pas confiance à la police. J'en ai pas confiance. Vous n'avez pas confiance à la police comme étant là pour protéger la population. Elle n'est pas là pour protéger la population. Elle ne protège pas. Non, elle ne protège pas. Elle leur tape dessus. Les gens qui protègent, je suis désolée, ne frappent pas les gens. Quelques instants, on va... Alors, vous pouvez avancer les bancs si vous voulez, oui, parce que... Alors, il faut essayer d'attraper quelques bancs qui sont dehors pour les mettre devant. Représentant d'ANV COP21, bien sûr. Des représentants du mouvement Extinction Rébellion. Et puis 2 autres personnes qui sont là en tant que... Juan Branco qui est là avec nous et 2 autres personnes qui sont là parce que ce sont des militants engagés dans la région. Nous, on insiste vraiment depuis quelques mois pour dire qu'au contraire, le climat, c'est très global, c'est quelque chose dont beaucoup de choses vont dépendre. Les luttes sociales, les luttes féministes, les luttes éducatives, il y a la lutte de l'argent, quoi, en fait, la lutte de la masse et du peuple, quoi. Est-ce que c'est pas foutu? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et on va développer ça dans la suite là, de cette conférence, mais l'idée c'est vraiment de se dire, on a peu d'années, quoi. Le rapport du GIEC de septembre 2018, il nous laisse peu de temps, il nous met en lumière peu d'années où on a encore la possibilité de sauver un futur pour nous et pour nos gamins. Pas catastrophique, quoi, parce que les scénarios du GIEC de ce rapport sur le plus 1,5%, quand on prend le scénario basse taille, on fait rien, quoi, business as usual, on continue, on est sur du plus 5, plus 6 degrés et on est quelques milliards sur la planète, on n'est plus, les problèmes des Nations Unies sur on est trop nombreux sur cette terre, ils auront été réglés en 2100. En 2100, on aura quelques milliards de personnes, mais on n'en aura pas 10 ou 11 comme les pronostics les meilleurs nous donnent, quoi. On en aura 3 ou 4, ou même 2, ou le pire c'est 2 ou 1 ou 2, quoi. Ça fait quand même beaucoup d'entre nous qui ne seront plus là, en tout cas de nos enfants, et ça donne
un truc qui est juste inacceptable. Donc on sait qu'aujourd'hui, si on ne va pas très très vite, eh ben, le permafrost qui va fondre, il va nous emmener encore plus de gaz et on va être dans des effets d'emballement terribles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, ces boucles rétroactives, il faut qu'on les combatte. Ouais, l'exemple du permafrost, c'est la fonte des glaciers en Sibérie qui dégage les gaz à effet de serre, du méthane. Et c'est un des effets, une des boucles rétroactives du dérèglement et de l'emballement climatique. Voilà, c'est la bataille de notre génération. Sur cette photo, il y a beaucoup de jeunes, mais en fait, c'est la bataille de nos générations, de nous, maintenant. On est à ce point de l'histoire, clairement. Nos leviers d'action, ils sont assez minces, mais ils existent encore. À tel point que ce que nous ferons ou ne ferons pas, ce que nous laisserons faire ou ne laisserons pas faire, ça déterminera les conditions de survie de l'espèce et de la plus grande majorité de la biodiversité. Donc on sait pourquoi il faut agir, on sait maintenant on sait quand, c'est maintenant. Le comment, il est plus compliqué. On va essayer d'y répondre en partie, on va essayer de donner des éléments, on n'a pas vocation à là aujourd'hui dire bon, mais on sait comment on va faire. C'est que cette bataille, elle se joue qu'une seule fois. En fait, on peut paumer la bataille de la démocratie, paumer la bataille de la paix. 50 ans après, on se bat, on peut récupérer ce genre de choses. Je continue toujours à me demander ce que les richesses que cumulent les 1% en question, ce à quoi ça leur servira une fois qu'ils vivront dans des souterrains et qu'on aura tous crevé. Voilà. La dame, elle dit que quand ce sera le bordel, l'argent, on ne pourra pas le manger. C'est ça en gros. Ni le respirer, ni le boire. Après, pour répondre là-dessus, il y a une vraie croyance des plus riches et il y a des vraies choses qui sont en train de se faire, mais concrètement, hein, je veux dire, acheter des baraques et créer ta zone safety zone, en Nouvelle-Zélande, il y a des milliardaires de la Silicon Valley qui ont acheté des propriétés dans les 4 dernières années et qui ont pour projet de vivre en autonomie quand il y aura eu un effondrement. Je suis bien d'accord, mais qu'est-ce qu'ils font quand ils sont tout seuls ils sur leur île, quoi? Le mec il te dit moi je vivrai avec ma famille et moi je vivrai, quoi, c'est tout, quoi. Il y a vraiment quelque chose là du coup qui fait peur parce que c'est vraiment des pensées individuelles, individualistes, mais qui suffisent, mais qui leur suffisent. Et donc du coup on est aussi en combat de ça et on va voir que du coup le combat il est vraiment global, quoi. La lutte pour le climat, elle rejoint une tonne de lutte pour de dire on peut s'en sortir que collectivement. Tout à fait. Là, un super bouquin à lire, c'est Dans la forêt de Gene England. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Et le livre est vraiment bien, trop bien et bien mieux que le film. On parle de la 6e extinction de masse. Les scientifiques. C'est maintenant. En fait, on est en train de perdre toute la biodiversité. C'est la 6e fois dans la planète que ça arrive. Un discours un peu plus militant serait de dire que c'est la première extermination de masse. Les 10% les plus riches sont responsables d'environ la moitié des émissions mondiales. Les 10% les plus riches, la moitié. Du coup, on aurait du mal à concevoir qu'il faille demander à un paysan soudanais de réduire autant ses émissions de gaz à effet de serre que le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Donc cette notion de responsabilité, elle est à opposer à cet argument qui nous est de dire écoutez, on ne bougera pas tant que les Chinois n'auront pas bougé, ou tant que le Bangladesh... c'est la notion de responsabilité historique. Voilà, il nous dit je fais un formidable travail au niveau européen, au niveau pour emmener les autres, parce que finalement, moi je suis responsable que de 2% des émissions du charbon, enfin des gaz à effet de serre sur le charbon, mais oulala, la Chine, oulala quoi. Aujourd'hui, cette globalisation, elle est en train de détruire notre planète. Donc cette responsabilité historique, elle est hyper importante et il ne faut pas hésiter à la rappeler quand on croise des gens qui nous disent « Ah ouais, mais non, mais la Chine d'abord, nous, maintenant, on est vertueux, nous. » Enfin, Moi, j'avais une question par rapport à ça. Quand on parle des responsables, est-ce que, par exemple, on entend souvent le gouvernement dire non, nous, on fait des trucs super bien, la France est dans les premiers et tout ça. Mais finalement, est-ce que on parle de la responsabilité qu'on a par rapport à la Chine, par exemple, parce que si la Chine émet autant, c'est parce que nous, on achète autant de téléphones Samsung et tout ça. Est-ce que ça s'est pris en compte dans la responsabilité de l'État ou enfin, dans la responsabilité de l'Europe, par exemple, où on dit que c'est que la responsabilité de la Chine qui produit ces téléphones, quoi, finalement. une autre question, Non, je dirais, on parle de la Chine. Mais il y a des proportions à prendre aussi. Si la France était aussi grande que la Chine, on émettrait
au moins autant, voire sinon plus que la Chine. Donc il n'y a pas plus responsable. Ouais, on parle de la Chine, on parle des pays, mais en fait, il y a un truc qu'il faut avoir conscience, c'est que le capitalisme est international depuis longtemps. On nous enferme dans des pays, dans des nations, mais le profit est en train de se développer. Les gens qui veulent faire du profit font du profit de toute manière, et ils ne tiennent pas compte des frontières. Nous, on nous enferme dans des frontières, on nous parle de la migration, comme quoi si les migrants étaient des ennemis, des gens dangereux. Les migrants, c'est des individus comme les autres qui essayent de vivre avec les autres. Il n'y a aucune raison qu'ils ne vivent pas avec nous ou qu'on ne vive pas ensemble, que nous on vive, voilà. Et tous ces discours qu'on est en train de nous foutre partout, c'est des discours qui nous enferment. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir s'ouvrir sur tout ça et se dire les frontières, les nations et les patries, il y en a un peu ras-le-bol. On est avant tout des êtres humains, en travaillant ensemble, en partageant, on arrivera à s'en sortir. Et c'est à nous de définir les moyens de le faire. En effet, c'est très... Ah, je te laisse réagir. Sur la question que tu réponds. Je rebondissais tout de suite sur Citoyens du Monde, je partage complètement. Après, c'est vrai que les modes d'action, on va voir après, mais c'est vrai que c'est moi, j'aime bien cette notion aussi, mais quelle portée on peut avoir au niveau individuel aussi, en tant que citoyen du monde, on est tous citoyens du monde, je partage, mais les multinationales, elles dépassent les frontières. C'est une question compliquée. Là, j'ai mis la diapo des accords de Paris. Juste peut-être pour répondre à la question sur les gaz, tu sais, il y a deux manières de calculer en fait. Ouais. Il y a plusieurs, et s'il y a des gens d'Alternativa qui veulent compléter ma réponse, il y a plusieurs manières de calculer. Et en fait, il y a le taux positif, je ne sais plus si ça s'appelle taux positif ou quelque chose comme ça, mais dans le calcul de tes émissions de gaz à effet de serre, soit tu prends ce que tu émets ici, là, chez toi, soit tu prends en compte aussi tout ce qui vient de tes importations. Et là, les chiffres qu'on a pour la France, ils sont catastrophiques. Si on prend ces chiffres, si on rajoute, tu vois, tous les biens de consommation qu'on importe de la Chine, et que tu les déduis du solde de la Chine, et bien là, tu t'aperçois que la Chine n'est pas mal, enfin tu vois, est plutôt vertueuse en interne, mais qu'en fait c'est juste la production de tout le monde, quoi, du monde de production que nous on vit, quoi. Et ça c'est super important du coup, quand nous on nous dit ah ouais mais attends, moi j'aimais pas le gaz de schiste, la France, putain, ah super, le gouvernement on a émis une loi, il n'y aura pas de gaz de schiste en France. Qui est le premier importateur de gaz de schiste? La France. C'est la France. C'est la France. Donc tu vois, il y a quand même quelque chose qui est assez terrible, quoi. Et donc du coup, il faut effectivement avoir cette pensée globale et à la fois dire, c'est pas que ce que nous on produit et ce que nous on fait chez nous, c'est aussi notre manière de consommer et la manière dont nous on va utiliser les trucs crado chez les autres pour s'en servir chez nous. La même chose sur les déchets. L'importation des déchets ici, la gestion des déchets, elle est plutôt bien cadrée chez nous. Il y a de moins en moins. Voilà, mais on l'exporte. Donc voilà, c'est cadré, on met pas, il y a moins de décharges chez nous, il y a moins de trucs, mais toutes nos merdes, on les exporte, quoi. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte ces chiffres-là, et souvent dans la presse qui sort, c'est les chiffres juste France, quoi, tu vois, sans ces calculs-là. Et donc c'est ça qu'il faut aller, ceux-là qu'il faut aller les chercher, mais dans les rapports du GIEC, ils sont bien notés, quoi. Donc voilà, après c'est aussi pour ça qu'en interne on essaye de s'auto-former pour aller chercher ces bons chiffres et pouvoir les ressortir quand tu es en rendez-vous avec des élus. Ça répond peut-être en partie aussi à la question. Il y a BNL Evolution qui prend en compte cette différence. Par habitant en France, c'est un Français émet 6,6 tonnes de CO2. Si on prend en compte les externalités, on est autour de 10. Donc ça donne quand même une idée en fait 45% c'est externe, quoi. Donc, voilà. 45% de notre propre bilan est externe. Ouais. Et dans la recherche des terres rares, on a des terres rares en France. On a comment délégué à la Chine. La question des terres rares en France. Peut-être un petit témoignage. Beaucoup de gens doivent être au courant pour les terres rares. Nous en avons aussi énormément en France, mais on a tout délégué à la Chine parce que c'est dévastateur. Et la Chine commence à s'apercevoir qu'elle détruit son propre pays à notre bénéfice, à nous. Capacité, ouais. Ça va avec la surconsommation. On surconsomme, il y a l'obsolescence programmée, on nous matraque de publicité et puis les arguments économiques.
Et en plus de ça, on nous fait porter, on nous fait culpabiliser sur ce sujet. C'est-à-dire que si ton ordinateur il se plante, toi tu ne sais pas le changer, on ne peut plus réparer les on peut plus le réparer. Et autour de toi, les colos de service il va te faire culpabiliser. Dire comment ça tu changes pas ton ordinateur toi-même. Parce que le pouvoir d'une municipalité, il n'est pas non plus très très grand. Ils ont enlevé les panneaux déco en centre-ville, mais après voilà, c'est pas une mesure sur la métropole. Et aujourd'hui, la ville de Grenoble, c'est pas la métro. Et puis c'est que des panneaux déco en ville. Enfin que, c'est génial déjà, mais c'est que ça quoi. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre portable et que vous regardez votre téléphone portable, au procès là, de Alex, un militant anti-pub la semaine dernière à Lyon, il disait qu'on voyait plus de 1200 annonces pub par jour en moyenne. Les gens, ils ont fait ces calculs-là, le RAP, qui est le mouvement quelqu'un m'aide, le mouvement anti-pub, je ne sais plus ce que ça veut dire, résistance à l'agression publicitaire. Voilà, le RAP a fait ses calculs de dire qu'en moyenne, un Français est exposé à plus de 1200 messages publicitaires par jour, et ça passe notamment par les pop-up qu'on a souvent sur les écrans, sur les vidéos YouTube, quand vous écoutez de la musique. Voilà, on est tout le temps surexposé. Donc c'est vachement difficile de pouvoir faire l'évaluation, de se dire qu'est-ce que c'est. Par contre, c'est quand même super agréable de se promener à vélo à Grenoble, en centre-ville, et de pas avoir des grands panneaux déco à côté. Quoi. Que tous les gens puissent vivre ensemble, et le seul moyen d'y arriver, c'est le partage. Aujourd'hui, on a une société qui est construite sur le travail. Le travail, on nous a dit qu'il faut travailler pour survivre. Un côté assez révolutionnaire, puisque tu te désaliènes du boulot, qui est quelque chose qui est assez mortifère. C'est absolument pas notre intention de dire que nous on fait mieux que les autres, etc. Nous on choisit cette stratégie pour les raisons que nous avons exposées. Après on comprend tout à fait que d'autres aillent le faire. Ce n'est pas aussi non plus notre volonté d'imposer notre stratégie aux autres mouvements. Et pour ce qui est du coup de la non-violence et la violence de l'État, en fait la violence de l'État elle existe bien sûr et tous les jours. Après nous quand on dit à faire des actions non violentes, on parle que nous en tant que militants on est non violents. Bien entendu si les CRS ils arrivent et ils commencent à exercer de la violence physique sur nous, et ça on n'y peut rien. Nous ce qu'on peut montrer c'est que nous en tout cas on n'a pas cherché à blesser des gens, mais quand on se fait blesser quand même. Et d'ailleurs on voit que le pouvoir il cherche de manière d'attaquer les gens. Quand ils ont compris que pour certaines actions ça ne sert à rien de sortir le matraque parce que c'est ridicule, parce que ça va en leur défaveur, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des gens en garde à vue. Et on nous emmène en procès. Ils essayent de fatiguer le mouvement autrement, comme on voit avec les décrocheurs de portraits, où tout le monde va en procès, qui est quand même une pression psychologique, qui est quand même une pression financière, qui demande beaucoup de force, etc., pour essayer de nous faire autrement. Voilà. Est-ce que vous envisagez des actions au moment les plus consuméristes de la vie sociale, c'est-à-dire il parlait des fêtes de Noël? Déjà annoncé que le Père Noël n'existe pas. Alors déjà, tu peux répondre? Moi, côté gilet jaune, on est en train d'essayer le côté gilet jaune avec lequel je suis en contact, donc une toute petite partie, on est en train d'essayer de monter une forme d'institutionnalisation qui renverse politiquement, symboliquement le fonctionnement politique actuel. Et c'est ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire on va essayer de squatter l'appartement de Jeffrey Epstein, le millionnaire pédophile qui avait en fait 2300 m² à Paris, et on va à partir de là essayer de créer un QG à partir duquel créer une école, un anti-Sciences Po, créer un média, Jupiter, qui serait un anti-Le Monde, et ainsi de suite, et commencer en fait à les singer pour les tourner en ridicule, et en même temps nous faire monter en puissance progressivement et nous donner les outils de pouvoir les défier de plus en plus, de façon à être en mesure de les déstabiliser. Donc en fait on va sortir on va pas essayer de déstabiliser le système de l'intérieur, on va juste se mettre à côté. En plus, l'appartement est sur les Champs-Élysées, vraiment 22 avenue Foch, donc c'est vraiment une sorte d'idée de marcher en parallèle à eux, de façon à les perturber par le miroir qu'on va leur envoyer. On sera dans l'appartement d'un pédophile qu'ils ont protégé, qui, pardonnez-moi, c'est vulgaire, mais c'est ce qui était partousé avec des responsables français, qui soient d'entreprise ou politiciens, et on va, à partir de là, leur montrer à quel point en fait, on est capable de renverser la saleté dans laquelle ils s'étaient effondrés. Et après, je pense que vous, de votre côté, je ne sais pas si vous pouvez annoncer votre calendrier ou pas, juste pour dire un dernier mot, il y avait Luther King, il y avait aussi Malcolm X, et je pense que l'un sans l'autre et l'autre sans l'un,
Et Malcolm X avait ce mot qui, pour les Gilets jaunes, à mon avis, est très important aujourd'hui, dans une période, encore une fois, qui peut être de doute. On lui demandait, mais est-ce que vous avez peur de mourir? Et il disait, non, je n'ai pas peur de mourir, je suis déjà mort. Tout à l'heure, on a parlé à plusieurs reprises de massification de la lutte, c'est-à-dire de faire participer le maximum de citoyens à un mouvement qui, par son ampleur, à ce moment-là, fait peur et oblige les gens à qui on s'adresse, les oblige à réagir. Moi, je reviens 40 ans en arrière, plus de 40 ans en arrière, à l'époque où 2 fois, 3 fois par an, il y avait des marées noires sur les côtes bretonnes. C'était épouvantable. Moi, j'ai passé à deux reprises mes vacances à ramasser les oiseaux mazoutés sur la côte et à gratter le goudron sur les rochers. Et après l'indignation des populations, il y a eu une période de colère de la population. Les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les citoyens en avaient marre de ces marées noires à répétition. Et petit à petit, des manifestations sont organisées, des petites, puis des grosses, et puis après ça a été récurrent. À chaque fois qu'il y avait une marée noire, là, la préfecture de Quimper, la sous-préfecture de Brest, la préfecture maritime étaient envahies de manifestants. C'était des manifestations pacifiques, mais où il y avait beaucoup de monde. Et le flot croissant de manifestants, parce qu'il y en avait vraiment, on n'en a pas beaucoup parlé peut-être au niveau national, mais c'était un énorme ras-de-bol. Les Bretons avaient le sentiment d'être en plus attaqués en tant que Bretons, parce que c'était leur pays qui était détruit, c'était leur côte, c'était leur moyen de vivre, c'était quasiment leur culture qui était en état de destruction. Ce mouvement qui est devenu un mouvement de masse, des grosses manifestations, il y a beaucoup de monde avec des enfants, avec des familles, on finit par faire à la fois, il y a eu 2 effets, la prise de conscience des politiques locaux, qu'effectivement il fallait faire quelque chose, et puis aussi la peur de tous ces politiques, les députés, les maires, la peur de leur avenir politique. Parce que les solutions qui étaient à prendre, ce n'étaient pas des solutions locales, c'était même pas des solutions régionales ou nationales, c'était des solutions européennes et internationales. Donc ces gens qui avaient des responsabilités à un haut niveau, à un moment se sont dit, si on ne fait pas quelque chose, on va se faire tous dégager. Et effectivement, maintenant, sur les côtes bretonnes, il n'y a plus de marée noire. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps, mais grâce à ces manifestations de masse où il y avait beaucoup de monde, qui a fait peur à nos hommes politiques, ils ont à leur niveau, régional, national et européen, impulsé des décisions. J'en prends une, c'est la double coque pour l'ensemble des pétroliers, et puis la mise en place de canaux de circulation au large de Brest, entre Ouessant et la Pointe Saint-Mathieu. Et il n'y a plus maintenant de marée noire, ou très très peu, ou en tout cas beaucoup moins. Et ça, c'est... alors comment s'est produit cette prise de conscience à un niveau très important dans la population, je ne sais pas. Là, ça touchait le cœur des citoyens. La question, alors si je vous parle de ça, c'est la question que je vous renvoie. Comment avez-vous l'intention, aussi bien excusez-moi, Extinction Rebellion que ANV, comment avez-vous l'intention de rallier encore plus de monde? Là, il y a les jeunes qui viennent, mais comment avez-vous l'intention de rallier encore plus de population derrière votre mouvement? Parce que quand il y aura vraiment beaucoup de monde, là, ils seront obligés ceux qui sont en face de nous seront obligés de prendre des décisions et de réagir. Alors comment, c'est une question, on n'a pas encore la réponse, mais elle va se construire au fur et à mesure. En tout cas, un des objectifs d'Extinction Rebellion, en tout cas, c'est effectivement de faire grandir la mobilisation. On y travaille. Effectivement, pour l'instant, on a un mouvement jeune, enfin de jeunes, même de jeunes diplômés, blancs. Et ça, c'est un problème à mon avis, enfin pour moi. Il va falloir qu'on se diversifie si on veut faire masse. Donc il va falloir il y a les lycéens qui nous rejoignent, donc il y a les plus jeunes, il faudrait qu'il y ait les plus âgés, il faudrait qu'il y ait d'autres classes sociales. Comment on peut le faire? Moi je n'ai pas la réponse, mais clairement c'est une question centrale dans le mouvement, on y réfléchit et on espère avoir la réponse assez rapidement pour que ça se fasse. Ensuite, je pense que montrer l'exemple, la stratégie qu'on a, elle touche en tout cas certaines personnes. Il y a 6 mois, il y a eu une rébellion à Londres qui a rassemblé plusieurs milliers de participants. Et la semaine dernière, il y a eu la même chose, mais dans des dizaines de villes. Donc quelque part, la mobilisation, là, elle a fonctionné, on va dire. Est-ce que ça fonctionnera à l'avenir? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas la stratégie pour l'instant, quoi.
Simplement, c'est vrai que pour l'instant, on est... Enfin, voilà, c'est ce que tu disais, il y a quand même une certaine classe sociale et une certaine classe d'âge qui est représentée dans Extinction Rebellion, mais il y a quand même de tous âges et Enfin voilà, il y a quand même de tous individus qui sont présents avec nous. Et l'idée, c'est que on puisse... que les gens... En fait, que dans leur tête, ils se disent, bah voilà, c'est des gens comme nous, il faut nous rejoindre, il faut que tout le monde se sente concerné et légitime de rejoindre cette cause. Et en fait, l'idée, c'est aussi de multiplier les différents types d'actions pour pouvoir que les gens en fait puissent nous rejoindre petit à petit. Si à la base eux ils se sentent pas, je sais pas, il y a des actions très simples comme par exemple prendre des petits papiers et aller les mettre dans les poches des jeans dans les magasins. C'est quand même de la désobéissance civile, mais il n'y a aucun risque derrière, et comme ça les gens quand ils vont acheter ils vont savoir que ça consomme tant de litres de produire ce jean, et donc ça va faire monter les consciences, et ça permet aux gens de nous rejoindre, et petit à petit en fait on a de plus en plus de monde qui viennent et qui s'impliquent dans le mouvement. Et en fait, en multipliant les types d'actions, il y a de plus en plus de gens qui viennent et on fait monter les consciences et des gens qui se sentent de s'impliquer en fait. Voilà. Ah d'accord, mais tu peux juste répondre à cette première question. J'ai répondu juste à cette question pour ANV. Du coup, pour nous, en fait, ce qui est clair, mais ce qui était le cas depuis le départ, c'est la convergence des luttes, puisque nous on se bat pour la justice climatique et sociale, et de toute manière on voit, pour ce qui est de la massification des mouvements, je pense que pour le contexte et social et climatique, je pense que les gens viennent d'eux-mêmes. Les gens voient de plus en plus qu'en fait les solutions ne vont pas venir d'en haut, donc ils se mobilisent eux-mêmes, et c'est d'ailleurs pour ça que des mouvements comme XR par exemple, qui n'existait absolument pas en France, est devenu très très nombreux et très actif. À NV on le remarque aussi en fait. Donc après la question c'est oui, comment continuer à fédérer, comment faire avancer la cause, etc. Pour ce qui est de la convergence de lutte, en fait, elle se fait aussi assez naturellement dès le départ avec les Gilets jaunes, par exemple. Peut-être dans des villes comme Paris, c'est un peu plus compliqué parce que bon, c'est pas tout à fait le même contexte. Au niveau local, nous, ce qu'on remarque, c'est que on est en contact direct avec le collectif des Gilets jaunes locaux. On est sollicité régulièrement par des collectifs pour des formations, pour participer à des événements ensemble, à des actions ensemble. Donc je pense que de toute manière, cette conscience elle est déjà là, et que de toute manière, on se rend compte de plus en plus qu'on n'a pas les choix. Et que pour beaucoup de choses, que ce soit pour des causes écologiques, pour des causes sociales, tout simplement pour la protection de droits fondamentaux et des conditions de vie à un minimum acceptable sur cette planète-là et dans ces pays, on n'a pas le choix que de converger et que de s'unir et que de travailler ensemble. J'espère être non-violent, le moins violent possible, mais la non-violence, je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas obligé un jour de la mettre de côté, quoi. Voilà, opposer non-violence et pacifisme, moi le pacifisme, c'est mon combat pour la paix dans le monde et partout, c'est un grand combat. La non-violence, c'est un moyen d'action plus qu'une idée. Mais ça, c'est juste un petit aparté, quoi. Et ce qui me surprend, c'est pas ce qui me surprend, mais il y a des choses, quand on parle de convergence de lutte, on est tous d'accord, mais quand on entend dire il faudrait que les gens nous rejoignent, on va essayer de savoir comment ils vont nous rejoindre. Le but, c'est peut-être pas de savoir comment les gens vont nous rejoindre. Moi, j'ai pas la prétention, par exemple, dans les mouvements auxquels j'appartiens, de détenir la vérité, mais c'est comment je vais me joindre aussi aux autres. Il y a des gens dans les syndicats, dans le milieu ouvrier qui luttent. Je suis délégué syndical, je travaille sérieusement dans mes boîtes et tout. Et on voit avec le travail qu'on fait que la conscience écologique, parce qu'on la porte aussi, hein, elle existe. Et c'est ce travail-là qu'on doit faire et qu'on doit faire tous ensemble. On ne doit pas oublier les ouvriers, les travailleurs aussi qui luttent, parce qu'on a beau dire les syndicats, oui, les grandes structures syndicales, leurs dirigeants, ils trahissent en permanence. Mais à la base, les collègues, ils s'en rendent compte et ils essayent de s'organiser aussi. Et il ne faut pas leur demander de rejoindre un mouvement. Ils le rejoindront de toute manière, parce que s'il y a des luttes, on a quelque chose à voir, c'est celle... tout ce monde-là se rencontrera à un moment donné et on y arrivera.
toujours des soumis qui viendront réclamer de temps en temps, on s'insoumet, de temps en temps on désobéit. On désobéit à quoi? On désobéit à une obligation d'obéir. La désobéissance, c'est quelque chose qui est lié à l'obéissance. Si aujourd'hui on arrête de parler de désobéissance ou d'obéissance et qu'on crée nous-mêmes des mouvements avec nos valeurs à nous, on peut peut-être arriver à quelque chose. Mais ça, c'est un énorme travail qu'on doit faire. J'ai pas de réponse à apporter parce que j'ai pas ce pouvoir-là, j'ai même pas ce droit-là non plus. Mais voilà, pour moi, le petit discours que je voulais faire là-dessus. Non, mais je voulais rajouter quelque chose à lui. Dans notre pays, c'est vrai que c'est les masses qui ont fait l'histoire de notre pays et de la démocratie. C'est ce qui a fait notre démocratie. 68 nous a donné encore d'autres droits. Et c'est ce qu'ils veulent nous enlever maintenant avec les acquis sociaux. Moi, pardon. J'aimerais aussi dire quelque chose. Avec le micro, je vous laisse la parole, mais qu'il y a quand même des gros problèmes et écologiques et sociaux, que le monde qu'on entrevoit est vraiment pas très enthousiasmant pour ceux qui existent et toutes les générations futures. Moi, quand j'entends qu'on stigmatise les syndicats qui seraient corrompus, etc., j'ai mal au cœur. Voilà. Parce que moi, je suis médecin du travail, je vois au quotidien les gens dans le monde du travail, je vois la difficulté pour les délégués syndicaux à exister, à simplement tenir 3 ans dans les entreprises avant de se faire mettre de côté, voire être, mis à l'écart, que moi, je salue leur combat. Et heureusement que dans le monde du travail, il y a encore des syndicats. Voilà, je voulais juste dire ça. Alors après, on choisit son syndicat, mais il ne faut pas casser du sucre sur le dos sur une partie des gens qui défendent encore nos acquis sociaux chèrement payés. C'est bon, ça arrive de prendre la parole. Merci. Voilà, donc moi ce que je veux dire en fait, j'ai la maladie de Parkinson. Donc vous savez ce que c'est comme maladie, hein, tous les problèmes que ça implique, pardon. Et en fait, voilà, moi j'ai une très riche expérience professionnelle. 25-30 ans pour ainsi dire. J'ai fait énormément de choses dans ma vie. Et justement par rapport à tous ces problèmes, en ce moment, je suis sans arrêt en train de réfléchir. À trouver des solutions, effectivement, pour tous ces problèmes, la pollution, les gilets jaunes et tout. Alors en fait, là j'ai une fois une idée qui m'est venue comme ça. Je l'ai soumis entre autres à un des groupes de gilets jaunes là, dans la région. Puis ça s'est pas fait, c'est dommage. Vous savez ce que c'est? Tout simplement, si je sais pas, admettons, imaginez, vous savez, le gouvernement a des sites internet, hein, que ce soit pour le ministère de l'Intérieur, que ce soit l'environnement, ils ont tous un site internet. Imaginez un petit peu si tout le monde en même temps envoie 1 million de mails, à savoir simplement RIC. On envoie RIC tous ensemble à la même heure. Tous les serveurs ils explosent. Et si on fait ça tous les jours, c'est une action non violente. Mais imaginez un peu les conséquences. Ce qui veut dire en fin de compte que leurs serveurs, ils sont bloqués sur des mails qu'ils vont recevoir, qui sont importants, mais comme ils vont être noyés dans la masse, ils n'en auront pas connaissance. Alors en fait, voilà, moi j'ai sans arrêt, disons, je fais fonctionner mon cerveau. D'ailleurs, là prochainement, je vais, grâce, comme quoi, hein, des fois on dit, voilà, moi j'ai la maladie de Parkinson, et en fin de compte, aujourd'hui, ma maladie, elle va me servir. Pourquoi? Parce que grâce à cette maladie, je vais mettre en place prochainement des conférences sur la force mentale. Et ces conférences que je vais faire, je vais en profiter aussi naturellement pour parler du climat. Parce qu'effectivement, on est arrivé dans... On ne peut pas, je pense, aller dans une situation plus grave. Là, il faut vraiment agir. Et la seule solution d'agir... Voilà. Alors je pense que tous, on doit se mettre à réfléchir, à trouver des actions non violentes, mais qui vont avoir des conséquences, voilà, je vous dis, hein, l'histoire. C'est dommage, hein, moi j'en ai parlé, je vous dis, il y a un groupe de gilets jaunes là dans la région,
Ils m'ont dit ah ouais c'est génial comme idée. Mais le problème c'est que personne ne l'a fait. Alors moi je vais vous dire aussi une chose, et c'est en l'occurrence dans mes conférences sur la force mentale, tous les gens disent j'aimerais, je pourrais, je souhaiterais. Non, c'est je fais, je peux, je veux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Peut-être, je sais pas que mon idée peut vous paraître complètement idiote, mais je vous dis, imaginez tous les serveurs internet qui reçoivent en même temps 1 million de mails. Ça peut être plus, hein. 1 million, je sais pas, 2 millions, 3 millions. Ah mais ils explosent les serveurs, c'est clair, hein. Merci pour cette proposition d'action. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire un petit mot? On approche des 18h30. Non? Si personne ne veut prendre la parole... Oui, Juan, oui. Une chose qu'on sait tous, mais qu'il est important de dire, il n'y aura pas de transition écologique majeure sans transformation démocratique préalable qui permettra justement d'accroître le consentement à ces mesures écologiques qui vont nous coûter à tous. Et donc à partir de là, en fait, il y a une combinatoire naturelle entre les mouvements dont on parle et qui va faire que quelque part, les Gilets jaunes ou ce qui ressemblera aux Gilets jaunes, s'ils y arrivent, il faut qu'ils y arrivent en tant qu'avant-garde quelque part des combats que vous menez et que vous, de votre côté, à chaque fois que vous portez votre revendication, vous ouvrez à chaque fois évidemment la question démocratique. Et après, moi, il y a quelque chose ici que je ressens très fortement quand on parle de la pollution du Var, de la question des neiges, des éboulements, etc. Si vous voulez sauver vos massifs montagneux, c'est un truc que je sens très fortement, hein. Il faut que vous preniez les préfectures. Il faut que vous preniez la préfecture. Je ne vois pas d'autre façon pour vous de sauver votre écosystème aujourd'hui que comme ça. Donc je salue les RT qui sont ici, mais je leur dis d'y réfléchir aussi, de regarder autour d'eux. Vous avez la chance, quand on est à Paris, on n'est pas en rapport avec la nature. On n'est pas en rapport direct avec les conséquences. Et les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas en rapport, en prise directe avec les conséquences de ce que leurs décisions produisent. Vous le vivez au premier chef, donc vous êtes particulièrement légitime pour être au début d'un mouvement qui s'étendrait par la suite. Vous avez cette force-là qui est de voir au quotidien, physiquement, moi je vous le dis parce qu'en fait je vois ces montagnes et vous vous rendez peut-être plus compte du privilège que vous avez d'être en interaction permanente avec cet espace, mais pour un parigot comme moi, il y a cet effet qui me dit, le rapport d'urgence, il passe quelque part par le rapport à la prise du politique, non pas pour vous accaparer le pouvoir, mais tout simplement pour enclencher un mouvement d'émancipation beaucoup plus large. C'est des espaces qui sont beaucoup moins protégés ici qu'à Paris ou ailleurs. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense qu'à un moment, il faudra en passer par là. Merci. Juste pour faire un peu le lien avec ce que le monsieur a dit tout de suite, et le fait de devoir, nous, agir et nous approprier les causes, parce que clairement, ça ne va pas venir d'ailleurs. Mais je pense que pour moi la conclusion un peu c'est que la désobéissance civile, en tout cas il me semble qu'elle est indispensable aujourd'hui, elle l'a déjà été, elle l'est aujourd'hui très clairement, et qu'elle le sera dans le futur et dans le futur très proche. Mais on voit aussi que la désobéissance civile prend différentes formes, prend manière d'action, mais que dans tous les cas c'est des choses qui demandent une organisation assez précise, qui demandent aux gens de travailler ensemble, de s'organiser et de bien penser cette désobéissance civile et comment on l'amène, puisque juste une action en effet, peut-être que elle va pas avoir énormément d'impact. Ce qui porte c'est l'organisation collective et l'appui de la cause, quoi. En tant que guide de haute montagne, et j'ai passé ma vie à former des générations de guides de haute montagne parce que j'étais professeur d'alpinisme, je retiens ce que tu viens de me dire, parce que dans ma vie professionnelle avec mes collègues, on a vécu cette destruction de la montagne, et maintenant je ne travaille plus comme guide, mais je continue à parcourir la montagne à longueur de journée, soit pour faire de l'escalade, soit pour faire de l'alpinisme avec ma famille ou des amis, et je me rends compte d'une chose, c'est que de moins en moins de lieux en montagne sont accessibles, ou plutôt il y a de plus en plus d'endroits qui sont inaccessibles, parce que le réchauffement climatique a de telles conséquences que plein d'endroits sont inaccessibles.
il est tout à fait possible que d'ici quelques années, on ne puisse plus escalader le Mont Blanc par sa voie normale parce qu'elle sera trop dangereuse. Un des sommets les plus emblématiques et les plus connus peut-être dans le monde entier, que sont les Grandes Jorasses, sont actuellement inaccessibles par la face nord et par la face sud. Donc effectivement, moi en tant qu'alpiniste, je suis breton, je suis venu vivre ici pour vivre de ma passion de la montagne, je le vis ça, cette destruction-là. Ce que moi j'aimerais, c'est que les milieux, surtout professionnels de la montagne, prennent cette conscience aussi, parce que notamment le milieu du ski apparemment a une attitude complètement autiste dans cette affaire, en ce sens que, alors qu'on sait que bientôt il n'y aura plus de neige, bientôt beaucoup de stations ne pourront plus vivre des activités traditionnelles du ski, et bien on continue à investir dans l'immobilier, dans le traçage de pistes de ski, au prix de la destruction comme ça se passe aux Auches actuellement, d'espaces forestiers. Alors le milieu du ski n'a pas l'air de prendre conscience de cela. Moi ce que je souhaite, c'est que le milieu de l'alpinisme, et notamment des guides de haute montagne qui vivent dans les montagnes, prennent conscience de ça, et c'est une force active. Quand on dit qu'on est guide de haute montagne, même ici à Chamonix, c'est une marque, on est respecté, quoi. Donc ces gens-là auraient la possibilité d'agir. Ils l'ont fait parfois, mais très très peu et pas assez souvent. Moi je souhaiterais qu'effectivement il y ait une prise de conscience et que ces gens disent, ben voilà, qui crient au secours. Mais voilà, bon, ça vient, mais vraiment très 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 doucement. Malheureusement. La neige artificielle aussi. Oui, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant des infrastructures délirantes qui sont mises en place. Alors, attendez, je passe la parole à une camarade là. Très rapidement, mais simplement, c'est vrai que la montagne est en train de changer, on s'en rend bien compte ici, mais peut-être que nous aussi, il faut qu'on change plutôt que ça rejoint un petit peu par rapport aux stations, plutôt que de vouloir dans tous les sens créer des retenues, des réseaux de neige artificielle qui sont complètement délirants, de détruire la montagne, de la terrasser dans tous les sens. Est-ce qu'on peut pas, nous, essayer de se dire, ben voilà, on arrête le ski, on trouve d'autres moyens, peut-être on fait du ski sur roulette ou des choses comme ça, et que nous, on change et on s'adapte à ce qui se passe, et qu'on arrête de détruire la nature. Voilà. Et je pense qu'on est bien placé pour s'en rendre compte qu'ici, on fait absolument n'importe quoi, et ce serait bien que ça change. Voilà. Oui, je voulais juste ajouter que dans les Alpes, 150 stations de haute montagne sont menacées à cause du dégel du permafrost qui déstabilise les pylônes. Donc on met du béton dessous pour bien caler tout ça, mais comme à l'aiguille du Midi, on a changé le câble aussi et il faudra peut-être recommencer dans pas longtemps. Donc c'est très très inquiétant, quoi. Au niveau de l'aiguille du Midi, un certain nombre de techniciens et d'ingénieurs se posent la question de savoir s'ils ne vont pas fermer le téléphérique purement et simplement, parce que sur certains de ces 4 matins, il va redescendre dans la vallée avec le sommet de la... Avec un système capitaliste. Moi, à mon avis, il faut le remettre en cause, ce système capitaliste. Il y a un très bon bouquin qui a été écrit il y a quelques années par un journaliste spécialiste d'environnement qui disait, pour sauver la planète, sortons du capitalisme. Et il y a un autre ouvrage qui vient d'être écrit, malheureusement je n'ai pas le nom de l'auteur en tête, par un jeune géographe spécialiste de géographie humaine suédois de l'université de Malmö, qui a sorti un livre dont le titre devait être Anthropocène et il a changé le titre en parlant de Capitalocène. Et dans ce livre, il démontre très bien qu'effectivement, dans l'histoire de la révolution industrielle, depuis 2 siècles ou 3 siècles, les décisions n'ont jamais été prises par les peuples, les décisions ont été prises par les décideurs, par les possédants, par les grands dirigeants d'entreprise et sans jamais consulter la population. Donc effectivement, c'est le système capitaliste qui est en cause dans cette histoire. Et quand on voit le slogan « Changeons pas le climat, changeons le système », ben forcément c'est une vérité fondamentale. Écoutez, il reste à vous remercier tous, à remercier les militants d'Extraction Rébellion, Extension Rébellion, j'ai du mal, pourtant je le connais, Exer, Code 21, et puis vous tous aussi d'être venus là pour soutenir les prévenus, et puis eh bien rendez-vous au moins pour écouter, rendez-vous le 5 décembre pour avoir les résultats des délibérations du tribunal. Hein. Et merci à vous tous d'être là, et merci à Raquel, merci à Johan, merci à tout le monde.
C'est en mars dernier que 9 personnes ont investi les mairies de Salange, Domancy, Saint-Gervais et Passy pour y décrocher et surtout y emporter les portraits du président de la République. Une action éminemment symbolique dont le but, selon ces décrocheurs, était d'alerter un peu plus encore élus et populations locales sur la pollution atmosphérique dans la vallée de l'Arve. Une action qui s'était faite à grand renfort d'images, aussitôt relayée par les réseaux sociaux ou la presse, et que les maires concernés n'ont pas du tout prise à la légère, tant sur la forme que sur le fond. À Saint-Gervais, ils ont trompé le personnel. C'est-à-dire, ils ont fait croire, en venant dans cette salle, qu'ils venaient voir la salle pour faire un mariage. Et pendant qu'ils occupaient la femme de ménage qui montrait la salle, ils ont dérobé le portrait. Donc, si vous voulez, c'est plus de la cause politique, c'est vraiment une mauvaise intention et c'est vraiment du vol et c'est inadmissible. Au-delà d'un acte qui tombe quand même sous le coup de la loi, il y a chez ces élus le désir de se faire respecter ou tout au moins de faire respecter leurs fonctions. Sur le principe de manifester de cette manière, je trouve que c'est un peu indélicat. Parce que c'est toujours les maires qui prennent et donc à un moment, on a peut-être un peu marre de prendre. Alors qu'en fait, c'est facile parce qu'on est le seul interlocuteur. Et dès l'instant qu'on monte dans les instances de l'État, on se rend bien compte qu'on n'a pas toujours quelqu'un avec qui échanger. Nous, on a fait depuis 2003 des campagnes environnementales importantes, ne serait-ce que le Mont Blanc, salir le Mont Blanc. Je ne les ai jamais vues, jamais. Jamais vu, jamais entendu, jamais un soutien. Mais peut-être que soutenir un maire, ça leur tord les boyaux. Au mois de septembre dernier, des décrocheurs avaient été relaxés devant le tribunal de Lyon. Reste à savoir si ce jugement fera jurisprudence à Bonneville la semaine prochaine.